par équation structurelle. Voilà une chose, je pense que Brou a la main levée. Monsieur Brou, vous avez une question rapidement ou c'est levé par accident? OK. Donc, on continue avec la modélisation par équation structurelle. Voilà, une chose qu'on peut retenir ici, en fait, c'est que la méthode de régression multiple, par exemple, comme on a dit, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, ne permet pas de faire une conclusion causale. Ne peut pas dire que X a causé Y. Mais la modélisation par équation structurelle ici nous permet en fait d'établir plusieurs différentes relations en fait entre les variables. Et quand l'étude est bien conduite, en fait, on peut aboutir à des conclusions causales dans la modélisation par équation structurelle. Donc, déjà ici, une chose à retenir, c'est que, voilà, on va commencer par on va parler des caractéristiques, en fait, de la modélisation par équation structurelle. Donc, par abrégé, je vais dire MES, voilà. Donc, une chose à savoir, en fait, c'est que c'est un modèle confirmatif. Voilà, je pense que plusieurs personnes, ce sont des erreurs peut-être qui sont, peut-être que plusieurs commettent, par exemple. Souvent, on oublie que la modélisation par équation structurelle, MES, est confirmatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement, en fait, vous devez avoir un modèle. Vous avez un modèle que vous voulez, et vous voulez confirmer ce modèle. Vous voulez voir, en fait, si les données que vous avez collectées arrivent à matcher, en fait, le modèle, en fait. Donc, vous avez un modèle préalable. On ne peut pas faire MES sans avoir un modèle au préalable. Voilà, c'est très important. Donc, c'est un modèle confirmatif. Une chose aussi à retenir avec la régression générale, les trois types de régression, c'est que tous les modèles sont faux, comme George Box l'a dit, en fait. Il dit tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles, en fait. Donc, l'utilité de ces modèles vient, en fait, par est-ce que déjà on a pu vérifier en fait certains prémices du modèle. Donc c'est de là vient en fait l'utilité d'un modèle en fait. Donc en SIM, on commence par un modèle confirmatif et on arrive maintenant, on collecte des données pour voir est-ce que les données arrivent à matcher en fait le modèle. Donc une chose à savoir, c'est que SIM, c'est pas juste trouver un modèle. SIM, c'est pas juste trouver un modèle. SIM, c'est pas juste jouer avec les données, puis bon, à la fin de la journée, voici ce qu'on a trouvé, ça marche. Non, 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 non. Ça vient par un modèle théorique au préalable. Donc, c'est important à retenir. Donc, SCM est une modélisation confirmatoire. C'est vous devez spécifier vos propres hypothèses sur les relations entre les variables avant l'analyse. Sinon, vous allez penser faire une girafe, mais en fin de compte, c'est quelque chose d'autre qui sort, comme sur l'image. Et ensuite, il faut savoir que de nombreuses techniques ici, SIM, mais MES demande une grande taille d'échantillon. C'est une chose à savoir, c'est que quand on fait une modélisation par équation structurelle, il faut avoir une grande taille d'échantillon. C'est très important. Ensuite, une petite taille d'échantillon en SIM peut entraîner en fait des estimations inexactes en analyse. Parce que si vos modèles, ça va dépendre de la complexité du modèle. C'est un modèle, bon, on peut se dire, bon, avec 300 observations, on peut faire quand même, n'est-ce pas? Mais d'autres modèles, en fait, si le modèle est complexe, que vous avez 300, en fait, vous n'allez pas, en fait, avoir des estimations qui sont exactes. Donc, voilà pourquoi c'est important. C'est-à-dire, la fin ici des SIM doit justifier les moyens, en fait. C'est-à-dire, on doit avoir on doit s'assurer on a une taille considérable d'échantillons avant de se lancer, si notre modèle est complexe. Une chose aussi à savoir, c'est que, voilà, il y a quelques guidelines que je peux donner ici, en fait, qui vont vous aider, en fait, quelque chose à avoir là, en tête. Si vous dites, par exemple, ce que je veux faire, j'ai besoin de faire une modélisation précaution structurelle. Voici des guidelines. Voilà exactement. Quelqu'un a posé dans la discussion, est-ce qu'il y a une taille minimale pour les MES exactement? Donc, j'allais en venir. Voilà. Donc, il faut une taille d'au moins, voilà, supérieure à 200. Même quand on a le modèle un peu simple. Une chose à savoir, c'est que si vous avez seulement Y et puis vous avez deux variables X et puis W, par exemple, comme mon collègue l'a montré, c'est un modèle assez simple pour aller juste faire un modèle de régression linéaire. Mais souvent, on a assez de variables qu'on veut mettre en relation. Voilà pourquoi on demande une taille d'échantillon d'au moins 200.
Et une autre règle, en fait, qu'on peut appliquer, c'est une règle encore plus conservative que la première règle, c'est que vous devez avoir une proportion 20:1. Ça veut dire quoi? Si vous faites la taille de l'échantillon divisé par le nombre de paramètres que vous voulez estimer dans votre modèle, le ratio doit être 20. Ça veut dire si, par exemple, vous voulez estimer 10 paramètres. Voilà, donc vous avez besoin de quoi? Si vous avez 10 paramètres, vous aurez besoin de combien? Il doit venir au moins 2000. Voilà. Sinon 200, pardonnez, sinon 200. Donc, si vous avez 10 paramètres estimés, vous avez besoin de 200. Si vous avez 20 paramètres estimés, vous aurez besoin de 400. Donc, c'est un peu une règle ici. Cette règle est plus conservative que la première. Et ensuite, il faut toujours conduire une analyse de puissance. Voilà. SIM, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, on va dans le vide, en fait. C'est quelque chose qui se planifie. Regarde ton truc là. Alors, désolé, la personne peut couper son micro, s'il vous plaît. OK. Donc, c'est quelque chose qu'on planifie, en fait. On ne se lève pas un matin pour dire je vais faire SIM. Non, ça se planifie. Donc, il faut faire une analyse de puissance au préalable. L'analyse de puissance nous permet de déterminer, en fait, voici la taille d'échantillon dont j'ai besoin pour arriver aux résultats qui seront exacts. Donc, c'est très important. Et voilà, ce n'est pas l'objet de cette introduction douce, mais il faut savoir qu'il y a quelque chose qui s'appelle analyse de puissance qu'on peut conduire pour savoir exactement la taille de notre échantillon pour notre analyse. OK, donc, voilà, donc pour récapituler encore tout ce qu'il dit, en fait, c'est on exprime une théorie, en fait, sur des relations entre des variables dans un ensemble d'équations linéaires. C'est SIM, en fait. Donc, on a une théorie et on veut convertir la théorie aux équations. La théorie aux équations. Et donc, comment on fait? On spécifie, en fait. On spécifie. On va donner un exemple tout à l'heure. Vous allez essayer de voir la grande image. Donc, on parle de la théorie aux équations. Donc, on va spécifier, en fait. On va spécifier. Et ensuite, on évalue le modèle en fonction de la manière dont le modèle reproduit les relations trouvées dans les données. Donc, on essaie d'évaluer le modèle et il y a des indices pour évaluer. Il y a des indices pour évaluer. Comme on a dit, on ne va pas rentrer dans tous les détails de ça, mais sachez qu'il y a des indices pour évaluer les modèles. Et donc, de l'équation maintenant, on arrive aux paramètres et aux paramètres, on arrive aux indices du modèle. Donc, de l'équation paramètre, il y a une estimation qu'on fait. On estime les paramètres et des paramètres maintenant, à l'indice du modèle, on fait l'évaluation des indices et on ajuste le modèle s'il y a lieu de le faire. Donc, voici quelques étapes à retenir dans la modélisation par équation structurelle. La première étape, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de spécifier le modèle. C'est quel est le modèle théorique que vous voulez confirmer, vous voulez vérifier. Donc, c'est de spécifier le modèle. Et une chose à savoir, c'est que identifier le modèle fait partie de la spécification du modèle. Donc, quand on parle de spécification du modèle, entendons aussi par là aussi, il faut aussi identifier, il faut identifier le modèle, etc. Et après ça, voilà, comme elle dit, identification du modèle. Et après, maintenant, il faut estimer le modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on obtient des paramètres pour tout ce qui n'est pas fixe en fait dans notre étude. Il y a des paramètres qu'on permet qui sont aléatoires, qui varient, n'est-ce pas? Donc, on doit les estimer en fait. Ils ne sont pas fixes. Il y a des règles en fait qu'on fixe, par exemple. On peut fixer un paramètre à 1. On sait déjà la valeur. Donc, vu que les déjà fixe, on ne doit pas l'estimer en fait parce qu'on sait déjà la valeur. Mais à part ça, la plupart des paramètres sont aléatoires, n'est-ce pas? Donc, il faut les estimer. Il faut obtenir ces paramètres-là, une estimation. Maintenant qu'on a fini estimer le modèle, pardon, on évalue maintenant le modèle. Une chose à retenir, c'est que en anglais, on dit garbage in, garbage out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme une poubelle à l'intérieur, c'est une poubelle qui sort en fait. Donc voilà pourquoi on ne s'arrête pas juste à l'estimation du modèle, mais il faut évaluer maintenant le modèle. C'est vrai qu'on a eu des estimats en fait pour nos paramètres, mais est-ce que le modèle en lui-même, est-ce que le modèle est utile? Souvenez-vous, tous les modèles sont faux, certains sont utiles, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi on évalue maintenant le modèle. Et il y a des critères sur lesquels on se base vraiment pour choisir, pour voir est-ce que c'est un bon modèle ou pas. Et ensuite, on modifie le modèle, si possible. Il y a fait beaucoup de SIM. Et ce que je sais, c'est que la majeure partie du temps, il y a forcément des modifications au modèle à faire. Parce que souvent, on peut commencer au volet théorique, voici ce qu'on veut faire en fait.
Mais on peut voir après qu'on fait l'estimation et tout, l'évaluation, on voit que oh, le modèle n'est pas totalement correct, n'est-ce pas? Donc, il faut spécifier certains trucs, en fait. Il faut changer peut-être certaines relations entre des variables pour pouvoir aboutir à un modèle qui a un sens au niveau statistique et théorique. Voilà, donc SIM, en fait, c'est pas d'aboutir à un modèle qui a un sens seulement statistique, mais il doit aussi avoir un sens au niveau théorique, en fait. Voilà, parce que on sait au niveau théorique, en fait, c'est une variable qui prédit d'autres variables, en fait. Par exemple, quand on prend par exemple le nombre de policiers, par exemple, dans les rues, et puis on prend les crimes, par exemple. Théoriquement, on peut arriver à voir qui peut entraîner quoi, n'est-ce pas? On peut arriver. Donc, le modèle n'est pas seulement statistique, mais théoriquement, ça doit aussi avoir un sens. C'est un truc à retenir aussi. Donc, des règles générales dans la spécification du modèle, il faut spécifier le nombre de variables latentes à modeler. Une variable latente, c'est une variable qu'on n'observe pas, on ne peut pas observer, on ne peut pas mesurer. L'âge n'est pas une variable latente parce qu'on peut demander l'âge et on la sent en fait. Ah, bon, c'est vrai que certaines peut-être vont dire, bon, ils ont modifié leurs âges, bon. Mais de façon pratique, en fait, on peut mesurer l'âge et tout. Mais les variables latentes sont des variables telles que, par exemple, l'estime de soi. Il n'y a pas un nombre qu'on peut figer à quelqu'un pour ça, mais on arrive à poser des questions pour mesurer en fait notre niveau d'estime de soi, par exemple. Il faut aussi préciser les relations entre les variables observées et latentes. C'est quelque chose aussi c'est une règle générale à observer. Il faut spécifier les relations entre les variables latentes ou aussi spécifier parmi les variables observées si ce ne sont pas les variables latentes. Maintenant, ensuite, il faut considérer les contraintes nécessaires pour identifier le modèle. Il y a des contraintes en fait. Voilà, des contraintes suffisantes doivent être incluses pour que des solutions du paramètre soient trouvées, en fait. C'est comme si on a une équation. On veut résoudre y égale à x plus w. Si on ne connaît pas x, par exemple, on ne pourra pas estimer, en fait, on doit connaître une variable, en fait. C'est une équation assez inconnue, en fait. Donc, en SIM, c'est beaucoup d'équations. Donc, si vous vous rappelez, peut-être en première, en terminale, on estimait des équations deux équations à peut-être deux inconnus à un inconnu, tout ça. SIM fait tout ça, puisqu'il peut y avoir 10 équations. Donc, il faut fixer certaines variables afin de pouvoir estimer d'autres variables. Donc, voilà pourquoi on parle de considérer des contraintes nécessaires. C'est nécessaire, c'est utile en fait. On doit le faire, même si c'est mal, mais c'est nécessaire en fait pour identifier le modèle. Donc, regardons un exemple pratique. Ici, on veut utiliser par exemple la MES pour vérifier un modèle théorique relatif à la motivation à se maintenir en emploi des personnes aux prises avec un trouble mental grave. Donc, on a un modèle comme ça. Voici le modèle théorique. On se dit quoi? Le soutien familial et le soutien social, par exemple, conduit à l'engagement au travail. Et ensuite, l'engagement au travail, maintenant, conduit à la motivation à se maintenir au travail, en fait. S'il n'y a pas d'engagement, pas de motivation. Voici le modèle théorique, en fait, qu'on a comme ça. Donc, on va voir que la première variable latente, c'est le soutien social familial, par exemple. Et on peut l'estimer avec trois variables, trois items, par exemple. Ensuite, on a le soutien social supérieur immédiat des collègues. Et ici, on voit que on a quatre variables latentes. Et chaque variable latente, on arrive à les mesurer avec des items, en fait. Vu qu'on ne peut pas les mesurer, les observer comme ça, mais on arrive à les mesurer et tout. Et on va voir ici, si vous voyez un peu sur l'écran, quelqu'un a demandé c'est quoi, exemple de paramètres. Voilà, donc je vais montrer rapidement sur l'écran un exemple de paramètre. Désolé. OK, par exemple, ça, c'est un paramètre qu'on va estimer. Voici des exemples de paramètres ici, par exemple. Tout ça, ce sont des paramètres qu'on doit estimer. Donc, on va estimer en fait quel est le coefficient. Quels sont les coefficients? Les coefficients sont des paramètres. Les résidus sont des paramètres. Tout ça, ce sont des paramètres en fait. Donc, ici, dans un tel modèle, vous voyez combien de paramètres on a. Si on veut compter rapidement, ça peut arriver à 20 au moins en fait. Donc, ça veut dire pour un tel modèle, en fait, on a besoin de 400, au moins 400. La taille d'échantillon doit être au moins 400. Donc, c'est important. Voilà pourquoi SIM en général nécessite une grande taille. Donc, souvenez-vous, c'est toujours important de faire une analyse de puissance avant de conduire votre étude. Sinon, vous allez vous retrouver avec très peu d'échantillons qui ne pourront pas vous aider à estimer le modèle. Donc, rapidement, les forces et les limites de la MES. Donc, comme force, en fait, elle offre une structure d'analyse de données qui est large et flexible. Ensuite, elle permet d'évaluer des phénomènes et théories complexes. Et souvent, le monde n'est pas aussi simple comme ça. Souvent, il y a beaucoup de modèles complexes. Donc, SIM permet de
de les évaluer. Elle permet aussi d'évaluer les relations entre des variables observables et des concepts. Souvent, comme on a vu tout à l'heure, la motivation au travail, c'est un concept. Ce sont des construits latents, en fait. Et tout. Donc, ce sont des forces ici de la MES. Comme limite de la MES, elle exige une grande taille d'échantillons conséquente, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce ne sont pas des modèles de régression linéaire ou de régression logique. Vous avez peut-être 100 observations et puis vous pouvez faire votre modèle en fait. En SCM, il faut une grande taille. Et j'ai partagé des indices qui pourront vous aider. Ensuite, elle nécessite de prendre soin de certaines conditions relatives aux données afin de réaliser une analyse par équation susurrelle. Parce qu'il y a des données manquantes, par exemple, il faut faire des estimations en utilisant, par exemple, des algorithmes EEM, etc. Ensuite, lorsque le modèle testé exige de nombreuses modifications, il est nécessaire de tester le modèle à nouveau avec un nouvel échantillon. Donc, vous allez voir que si on a respécifié le modèle, il faut un autre échantillon. Donc, ce sont là quelques limites, en fait. Ce sont là quelques limites consistantes de la MES. Donc, c'était voilà, une introduction en 15 minutes voilà, pour vous donner voilà, une idée claire de la MES. Donc, question avant qu'on continue. Des questions? Comme on est en train de faire cours là, il dit bon job. Puisque ça a été déjà programmé, je vais suivre. Question? Allô, Ok, s'il bonjour. n'y a pas de questions. Bonjour, je vais poser une question. Allez-y, allez-y. Ok, ma question est la suivante. Est-ce que pour faire le MESA, il faut d'abord faire une analyse factorielle exploratoire? Très bonne question. Oui, c'est très conseillé. C'est la bonne pratique, en fait. C'est la bonne pratique. Voilà, parce que SCM est composé. Si je reviens à l'exemple que j'avais montré, par exemple, si je reviens à l'exemple qui était là, ça, comme ça, chaque carré que vous voyez en vert comme ça, on peut faire une analyse factorielle, en fait. Maintenant, quand on fait l'analyse factorielle, quand on voit que le modèle est vérifié, et quand on va mettre ensemble, en fait, on a des chances de voir que le modèle total sera vérifié, en fait. Donc, l'analyse factorielle nous permet de sauver en temps, en fait, parce que en faisant un long modèle comme ça, et qu'après, on voit que le modèle n'est pas, on n'arrive pas à vérifier le modèle, par exemple, on va devoir répartir maintenant, faire des analyses factorielles un à un, mais on voit qu'on répond en arrière, en fait. Mais la bonne procédure, c'est de commencer par un modèle factoriel. Si le modèle factoriel est OK, on le met maintenant dans le modèle structurel. Donc, merci pour la question. Ça me permet de Ok, clarifier. une autre question. Est-ce qu'il y a une taille minimale pour faire l'analyse factorielle exploratoire? Alors, comme j'ai dit minimal, c'est 200. Mais 200. c'est prendre avec considération. La bonne pratique, en fait, c'est le fait que le ratio 20-1, en fait. Ça veut dire que la taille d'échantillon doit être 20 fois plus grande que le nombre de paramètres que vous voulez estimer, en fait. Ça, c'est la bonne pratique. Ça veut dire, si un modèle, vous avez 20 paramètres que vous voulez estimer, vous aurez besoin de 400, la taille de votre échantillon. D'accord, j'ai compris. Peut-être qu'après, je vais poser des questions pour mieux comprendre. En fait, je mène une étude dans OK? laquelle je dois utiliser le MES. Donc, je veux vraiment bien comprendre vraiment la manière ça fonctionne en fait. Pour OK, ne pas pas de que lors de souci. la présentation, j'ai des soucis à répondre aux questions. Merci. OK, pas de souci, ça marche. Donc, vous pouvez nous écrire notre adresse email est dans la description. Et puis, vers la fin restez qu'à la fin, on a d'autres informations à faire passer qui pourront vous aider à avoir des